Ça va Virginie? Toujours en fouillant à une vieille bibliothèque où j'ai retrouvé des livres qu'on étudiait quand on était, j'allais dire adolescent, mais non, quand on était étudiant à Sciences Po Rennes, il y a fort longtemps. Je ne pensais pas le relire de sitôt, mais là, l'occasion s'y prête. Et il s'agit de Tibet mort ou vif de Pierre-Antoine Donnet qui nous a été chaleureusement recommandé et imposé par le prof d'histoire, monsieur Gilles Richard. Donc, je vais commencer je crois que c'est une espèce de petit prologue, oui, c'est ça, intitulé En danger de mort. Bon, c'est quelque chose de très sérieux, évidemment. Je me souviendrai de ces premières journées au Tibet comme l'une des plus grandes joies de ma vie. Une première nuit sur le toit du monde, où nous l'avions passée dans une modeste auberge tibétaine aux odeurs sauvages et d'une propreté peut-être douteuse. Mais cela n'avait aucune importance. Sous l'effet de l'altitude, les lèvres de ma compagne étaient devenues violettes. Était-ce le manque d'oxygène ou l'émotion? Nos cœurs battaient à tout rompre. À presque 4000 mètres d'altitude, au milieu de la nuit, nous avions la sensation, très réelle, d'être plus près de la voûte céleste. Les étoiles qui scintillaient dans une mer de bleu intense semblaient toutes proches, à portée de main. Jamais je n'avais vu la Voie lactée aussi nettement. Enfin, nous foulions le sol du pays des neiges, pays des fables, pays du mystère, pays martyr aussi. Dehors, la nuit était tombée depuis longtemps, mais le village tout proche résonnait encore de mélopées tibétaines, de chants et de danses. Ce petit coin de paradis perdu était en liesse à l'occasion d'une fête rurale. Nous étions épuisés et heureux. Nous avions quitté Katmandou la veille au petit matin, au bord d'un bus archi-bondé, sur le point de rendre son dernier soupir, qui transportait hommes, femmes, enfants, volailles, cochons et marchandises de toutes sortes en gémissant lentement sur une route de montagne. Il avait énormément plu. Arrivés dans le grand bourg de Tatopani, nous avions dû parcourir les derniers kilomètres jusqu'au village frontière de Kadori, assis à même le plateau arrière d'un gros camion qui pénètre la route défoncée par les intempéries. Le pont de l'amitié qui sépare le Népal et le Tibet et j'enjambe la rivière Sun Kosi qui avait été emportée par des pluies torrentielles. C'est donc à pied que nous avions continué le chemin vers Lhasa, baptisé Tsangmu par les Chinois, le premier village frontière tibétain, perché à flanc de montagne, à une bonne vingtaine de kilomètres, cheminant presque toute une journée derrière deux Sherpas népalais, le le long de sentiers raides qui couraient le long de la montagne. Après plusieurs heures d'efforts, souvent distancés par nos Sherpas qui, eux, marchaient allègrement, pieds nus, sur la roche, nous étions exténués. Mais au détour d'un chemin, la vue soudaine du premier village tibétain, perché au loin sur les hauteurs, encore à une distance respectable, fut une grande émotion. Les maisons de torchis blancs de Kassa, presque entièrement dissimulées dans la brume, ajoutaient un air de secret et de poésie à cette terre tibétaine que nous allions découvrir. Nous réalisions un rêve de jeunesse. Toutefois, nous n'étions pas tout à fait des touristes ordinaires. Durant ces journées d'août et de septembre 1985, j'allais au Tibet aussi, en journaliste professionnel, mandaté par une grande agence de presse. Au Népal, avant de partir à Kanmoudou puis à Pokhara, nous avions longuement rencontré des familles de réfugiés tibétains qui, à cheval ou à pied, avaient fui leur pays en 1959, après l'échec d'un sanglant soulèvement anti-chinois. Après l'échec d'un sanglant soulèvement anti-chinois, pardon.
Cet exode s'était produit 9 ans après l'entrée triomphante de l'armée populaire de libération de Mao Tse-tung dans les rues de Lhasa. Le Tibet était alors passé tout entier sous le contrôle étroit de la Chine communiste. Spontanément, ces réfugiés nous avaient expliqué ce qu'ils pensaient que nous trouverions au Tibet où, pour la plupart, ils avaient encore des membres de leur famille. J'étais depuis un an déjà correspondant permanent à Pékin. Mon travail consistait à rédiger des dépêches sur tous les aspects de la société chinoise. Il me restait encore devant moi 4 années en Chine. J'avais quelques idées précises sur l'étendue de la tragédie qui s'était jouée au Tibet à partir de 1950. Mais j'étais décidé à me faire une opinion seul, en jugeant sur place et sur pièce. Faisant mien un slogan cher au dirigeant suprême de la Chine, Deng Xiaoping, même s'il reste bien souvent ignoré de son régime. Rechercher la vérité dans les faits. À Lhasa, les autorités s'apprêtaient à célébrer le 20e anniversaire de la fondation de la région autonome du Tibet. Cet événement avait marqué l'achèvement de la normalisation du Tibet chinois et l'intégration officielle du Haut-Plateau au vaste réseau de l'administration de Pékin. Pour ce 1er septembre 1985, jour anniversaire, le gouvernement chinois avait organisé des cérémonies fastueuses à Lhasa, en présence d'une importante délégation des autorités centrales de Pékin dont faisait partie Hu Qili, alors considéré comme une étoile montante au sein du bureau politique du parti, et Li Peng, vice-premier ministre orthodoxe aux dents longues. Depuis longtemps, la rumeur avait couru que les séparatistes tibétains, opposés à la présence chinoise au Tibet, préparaient une action d'éclat pour manifester leur rejet de la présence chinoise. Ces cérémonies avaient donc entouré des conditions de sécurité maximum. Pour ces raisons, le Tibet était depuis plusieurs semaines fermé aux journalistes occidentaux. Malgré un visa spécial pour entrer au Tibet à partir du Népal, qui nous avait été accordé à Pékin, il m'a fallu des trésors de patience pour convaincre les gardes frontières chinois de nous laisser passer. Nous avions la chance rare d'être laissés seuls, sans le comité d'accueil que le gouvernement chinois réserve toujours aux journalistes étrangers quand ils se rendent à l'extérieur de Pékin. Sans guide chinois, nous étions théoriquement libres de nos mouvements, de notre itinéraire, de nos contacts avec la population tibétaine. Nous comptions ainsi parmi les premiers visiteurs étrangers à pouvoir pénétrer au Tibet seuls, sans groupe ni guide, depuis que Pékin avait décidé d'en ouvrir les portes au début des années 80. La route entre Kassa et Lhasa, axe stratégique construit par l'armée chinoise en 1955 et 1956, est longue de 800 km. Perchée sur le plateau tibétain, au milieu de l'Himalaya, elle vous fait passer presque au pied de l'Everest. Le Komalangma, la déesse mère du monde pour les Tibétains, le plus haut sommet de la planète. Nous avons parcouru ces splendeurs en quelques jours en jeep, puis en bus. Nous nous arrêtions souvent à proximité des villages où flottaient les drapeaux de prière tibétains. Flottaient aussi, bien visibles au-dessus des toits de ces maisons de boue séchée, blanches et ocre, les drapeaux de la République populaire de Chine, rouges aux 5 étoiles, comme pour mieux rappeler aux visiteurs distraits ou naïfs qu'ils se trouvaient bien en territoire chinois. L'une de ces étoiles jaunes symbolise d'ailleurs l'entrée en 1950 du Pays des Neiges comme dans la grande famille chinoise. Sur les murs des maisons paysannes apparaissaient parfois des slogans de la révolution culturelle, le plus courant étant 10 000 ans au Parti communiste chinois. 10 000 ans. Nous avions fait étape à Shegar, au monastère du cristal éclatant. Autrefois,
avant les destructions de la Révolution si étrangement nommée culturelle, il abritait 400 moines et lamas. Chegar, presque vide, est aujourd'hui l'un des points de départ des expéditions qui se rendent au camp de base de l'Everest. Elle traverse les monastères de Rongbuk, le lieu de culte le plus haut du monde, lui aussi entièrement démoli par les gardes rouges. Grelottant de froid, nous faisions étape sur les cols. À Lakpa-La, à 5220 mètres, nous avions contemplé l'un des plus beaux panoramas, sans doute, que peut nous offrir notre planète. Là commencent les neiges éternelles, qui, au lever du jour, quand les premiers rayons du soleil commencent à poindre, s'embrasent de teintes rouges et or sur les flancs des pics majestueux. Le ciel s'éclaire ensuite d'un bleu d'une pureté sans égale. Ici, loin de la fureur des villes, nulle pollution, nul bruit, autre que celle du vent et du claquement des drapeaux de prière qui demandent aux dieux de protéger le voyageur. Exaltés par la beauté des lieux, nous ne disions pas un mot, envoûtés par l'atmosphère de profonde harmonie qui nous enveloppait. Près de Lakpala se trouvent les monastères de Sakya, parmi les plus importants foyers d'histoire du bouddhisme tibétain, dont le plus ancien, édifié en 1073, n'a pas, lui non plus, survécu à la folie obscurantiste des gardes rouges de Mao. Un autre a été en partie reconstruit et restauré. Première ruine, premier moine sourire triste et, pour nous, premier serment de cœur. Nous avions continué notre route vers Chigyamtse, la capitale du Tsang et deuxième ville du Tibet. Peuplée aujourd'hui d'à peine plus de 20 000 habitants, Chigyamtse a été la résidence des Panchen Lama, qui pendant des siècles furent concurrents du Dalai Lama au sommet de la hiérarchie de la religion tibétaine. Le cinquième Dalai Lama avait réussi au XVIIe siècle à réunir le Tsang à la région du Lhasa, le U, mais les sourdes rivalités entre les deux chefs spirituels et temporels les plus vénérés du Tibet ne se sont jamais éteintes, à la grande satisfaction des autorités chinoises qui surent habilement en tirer profit. Le gigantesque monastère Tashilhunpo, l'un des plus prestigieux de la secte des Bonnets jaunes, était lui aussi en cours de restauration quand nous l'avons visité. Là encore, les gardes rouges étaient passés et avaient laissé la marque du fanatisme. En réalité, avant eux déjà, les soldats de l'armée populaire de libération avaient entamé la sale besogne. À Shigatse, nous avions emprunté un autobus d'un autre âge pour continuer notre route vers Lhasa. Nos compagnons de route, sur les bancs de bois du véhicule, étaient des nomades et commerçants tibétains. Les yeux arrondis de curiosité, ils nous observaient, stupéfaits. Au Tibet, on se salue en se tirant la langue. Parlant chinois, nous tentions de lier la conversation. Bien des vieux lamas parlent un chinois presque courant. Ils ont eu tout le loisir de l'apprendre dans les geôles de la Chine. Le toit du véhicule avait été surchargé de morceaux de paquets les plus divers sur lesquels étaient arrimés nos sacs à dos. À flanc de montagne, sur des routes de pierres étroites qui bordaient des précipices de plusieurs centaines de mètres, le chauffeur, un Han chinois, montrait une adresse hors du commun pour négocier ses virages, malgré une direction visiblement fatiguée et des freins sur l'efficacité duquel il valait mieux ne pas trop s'interroger. Nous vîmes ainsi Jiangtse, troisième cité tibétaine. Ici aussi s'offraient au regard des sanctuaires et temples dévastés, des chortens éboulés, des bouddhas décapités et des fresques souillées. Les stigmates du cataclysme politique qui s'était abattu sur le Tibet étaient partout manifestes.
Nous n'étions pas venus dresser un constat des destructions, mais elles sautaient aux yeux. La route de Lhasa longe ensuite pendant plusieurs heures le Yamdrok-Tso, le lac de turquoise, dont la circonférence dépasse 250 kilomètres. Il nous restait encore à traverser le fleuve Yarlung Tsangpo, puis à laisser derrière nous l'aéroport de Gongar pour gagner Lhasa, la cité des dieux. À vélo ou à pied, nous avions inlassablement parcouru les ruelles et avenues de cette ancienne capitale déchue. Suis-je croyant ou incroyant, je ne sais pas trop. Mais la visite d'une belle église romane ou d'une mosquée laisse généralement chez moi une impression de paix intérieure. À Taïwan, à Singapour, à Hong Kong, puis même en Chine occidentale, continentale, les dizaines de temples bouddhistes que j'ai vus m'ont fait un effet semblable. À Lhasa, en revanche, dans les monastères et lamasseries au temple de Jokang, le plus sacré au Tibet, et au cœur de la partie tibétaine de la ville, nous étions bouleversés devant des bouddhas de plâtre flambant neufs et des fresques murales ripollinées de fraîche date. Ces lieux de culte laissaient un goût amer. Nous étions devant des décors de théâtre. Tout ceci avait été rasé pour la révolution culturelle. Ces reconstructions, rénovations et réparations hâtives ne trahissaient que trop l'étendue d'un ouragan qui avait failli balayer à jamais une civilisation. Nous avions devant nous un Tibet blessé, sinistré, traumatisé. Après 30 années de maoïsme, que pas un seul Tibétain en âge de se souvenir ne pourra jamais oublier. Nous nous souviendrons, quant à nous, de ces discussions passionnées et enfiévrées, sans témoins, dans les salles obscures des lamasseries ou dans les maisons des Tibétains. Partout, nous étions pris à témoin par des Tibétains qui, trop heureux de pouvoir raconter des pages de leur tragédie à des oreilles attentives, ne voulaient plus s'arrêter de leur dire leur détresse. Mais aux larmes se mêlait en même temps la joie de connaître, après des souffrances indicibles, une période bienvenue de renouveau. Depuis 1979, la Chine de Deng Xiaoping faisait souffler un vent de plus grande tolérance et de pragmatisme. Des prisons et camps de travail étaient revenus de nombreux contre-révolutionnaires. Les sinistres communes populaires de Mao avaient été démembrées. Les sourires revenaient sur les lèvres de nos interlocuteurs quand nous parlions des monastères dont les portes étaient à nouveau ouvertes. Qu'on ne s'y trompe pas, il n'était pas question, pour les cadres chinois, d'autoriser ces lamasseries à redevenir les universités du bouddhisme qu'elles étaient avant 1950. Mais Pékin avait bel et bien décidé de relâcher la pression idéologique. Ainsi Lhasa ne s'éveillait plus au petit matin au son de L'Orient est rouge, l'hymne maoïste inlassablement hurlé depuis 1959 dans les haut-parleurs installés à travers la ville. Simplement, les Tibétains redécouvraient quelques espaces de liberté si longtemps confisqués et reprenaient goût à la vie. Bon, je vais finir. Depuis, je me suis rendu dans d'autres régions où vivent plusieurs millions de Tibétains et qui ont été rattachés dans les années 50 et 60 aux provinces voisines, bien chinoises celles-là, du Yunnan, Sichuan, Gansu et Qinghai. Je suis allé aussi plusieurs fois à Dharamsala, une petite bourgade de montagne, dans les contreforts de l'Himalaya au nord de l'Inde. Dharamsala a été baptisé Petit Lhasa depuis que le Dalai Lama, l'océan de sagesse, entre guillemets,
y a trouvé refuge après son départ en exil en 1959. À 1 heure de vol se situent le Ladakh et le Zanskar, deux vallées voisines du Tibet occidental. Ces vallées arides, à 3500 mètres d'altitude, dans l'extrême nord de l'Inde, sont elles aussi devenues une terre d'accueil pour les réfugiés tibétains. En 1987 et 1988, alors que je me trouvais encore à Pékin, Lhasa est entré en effervescence. Plusieurs émeutes anti-chinoises se sont produites, prenant à chaque fois les autorités chinoises par surprise. La Chine pensait pouvoir normaliser le Tibet par de nouvelles méthodes, mais voici que, une nouvelle fois, comme en 1959, les Tibétains se soulevaient et refusaient l'assimilation. En Occident, ces événements sanglants venaient montrer à l'opinion publique que, là-bas, dans ces contrées lointaines, un peuple insoumis se battait à main nue contre des mitraillettes. J'avais l'espoir de pouvoir y faire mon travail de journaliste. Sitôt les premières informations reçues à Pékin, je pris l'avion pour Chengdu, la capitale du Sichuan, première porte d'accès vers le Tibet qui n'est qu'à 2 heures et demie d'avion. Mais en vain, car jamais plus depuis, je n'ai pu revoir Lhasa. À chaque fois que j'en ai de me formuler la demande, les autorités chinoises m'ont opposé un refus, poli certes mais catégorique. Pendant toutes ces années à Pékin, je me suis souvent demandé pourquoi le Tibet m'était désormais interdit. Était-ce parce que mes reportages sur Lhasa avaient été jugés malvenus par les autorités chinoises? Était-ce parce que j'avais osé écrire que le Tibet a été envahi plutôt que libéré par les armées de Mao Tse-tung en 1950? Ces lignes m'avaient d'ailleurs valu un avertissement du ministère des Affaires étrangères à Pékin. Ou était-ce parce que, sur place au Tibet, j'avais noué des amitiés jugées trop encombrantes? C'est, quoi qu'il en soit, peut-être de cet interdit qu'est née l'idée de ce livre. Je me suis dit que, puisqu'on ne voulait pas de moi à Lhasa, il me fallait dès lors, coûte que coûte, poursuivre mon travail d'investigation. En mars 1989, Lhasa a été saisie d'une nouvelle explosion de colère. Comme les précédentes, elle a été brutalement réprimée dans le sang. Depuis, la loi martiale règne à Lhasa. Une nouvelle fois, le Tibet est plongé dans un isolement presque total. De derrière le mur du silence qu'impose Pékin, nous parviennent de temps à autre quelques plaintes étouffées qui disent peur, arrestation et torture, terreur et mort. Mais, mis à part quelques groupes de touristes fortunés qui voyagent en groupe et étroitement encadrés par des guides officiels parfaitement entraînés, sont soigneusement tenus à l'écart de la population tibétaine, le Tibet est depuis la fin de 1987 de nouveau terre interdite aux étrangers. Rares sont les journalistes indépendants et libres qui peuvent encore y faire un travail honnête. Ces événements me sont apparus comme autant de raisons supplémentaires de mener ce projet à bien, ce livre. Ce livre n'est pas anti-chinois. Il n'est pas non plus anti-tibétain ni anti-occidental. J'ai vécu en Chine trop longtemps et je compte en Chine populaire, à Taïwan et à Hong Kong trop d'amis chers pour ne pas aimer ce pays et son peuple. J'ai consacré ma vie au monde chinois déjà presque 10 années de ma vie. La Chine, un jour que je souhaite prochain, prouvera de nouveau au monde le génie de son peuple. Mais il m'a semblé que le Tibet aussi méritait que l'on parle de lui. Car si la Chine doit aujourd'hui résoudre des problèmes immenses, le Tibet, lui,
est confronté à un danger de mort violente. Le naufrage du Tibet est l'une des grandes tragédies de notre siècle. Nous n'avons plus le droit de fermer les yeux sur elle. Ce document n'est ni partisan, ni neutre, ni procès politique, ni essai sur le bouddhisme tibétain, ni guide touristique. Il n'est pas non plus l'œuvre d'un tibétologue. Ces pages sont celles d'un journaliste libre de toute inféodation religieuse ou politique. Cette esquisse de l'Odyssée du Tibet, depuis sa libération pacifique entre guillemets par la Chine, est le fruit de recherches effectuées pendant toutes ces années à Pékin, puis en Europe et en Inde, auprès d'une multitude de sources chinoises, tibétaines et étrangères. Donnant la parole aux acteurs ou aux victimes des drames tibétains de tous bords, je tente d'expliquer les raisons et les conséquences du choc de deux grandes civilisations qui, malgré leurs énormes différends, sont peut-être condamnées à vivre sous le même toit pendant longtemps encore. Les événements en cours sur le toit du monde nous concernent tous. Situé au confluent des intérêts géographiques et militaires des grandes puissances de l'Asie, le Tibet est un enjeu stratégique qui dépasse largement ses frontières naturelles. Avant 1950, le Tibet vivait en paix. Tant qu'une solution satisfaisante ne sera pas trouvée pour le peuple tibétain, il est à craindre que l'Asie tout entière ne demeure une zone de conflit. Les Tibétains respectueux de l'enseignement du bouddhisme sont traditionnellement opposés à la violence. Leur chef spirituel, le Dalai Lama, offre le dialogue aux autorités chinoises. Mais déjà des voix s'élèvent, nombreuses, dans les milieux tibétains ou en exil ou à Lhasa, en faveur du recours au terrorisme. Le désespoir au ventre, une jeunesse veut se battre pour empêcher un génocide. La Chine, elle, ne semble guère disposée à céder. Tout paraît indiquer qu'elle emploiera si nécessaire les méthodes les plus expéditives pour maintenir son emprise sur le pays des neiges. En particulier, une politique de transfert de population en cours risque bientôt de noyer le Tibet sous une marée de Chinois. 1,1 milliard de Chinois contre 6 millions tout au plus de Tibétains. Le combat est trop inégal. Les gouvernements étrangers ne réagissent guère encore aux appels au secours des Tibétains, mais l'opinion publique se mobilise. Le prix Nobel de la paix 1989 décerné au Dalai Lama est un signe supplémentaire d'une prise de conscience internationale de l'urgence d'une solution pacifique au Tibet. Ce prix est aussi venu saluer 40 ans de combat pour la paix du Dalai Lama et encourager un peuple à la patience. Les changements en cours dans le monde communiste sont si rapides et profonds que peut-être le Tibet aura un jour sa chance aussi. En réalité, est-il encore temps de sauver le Tibet? Et faut-il d'ailleurs le sauver? Déjà, la civilisation tibétaine paraît moribonde. Ses traditions disparaissent, sa culture aussi. Victime d'une civilisation forcée, pendant que les vieux Tibétains font encore tourner leurs vieux moulins à prière et récitent inlassablement leur puja, absorbés dans un monde d'incantations impénétrables, les jeunes rêvent, eux, d'une société sans Dieu ni Bouddha, dont le dénominateur commun serait l'argent, la mode et le confort matériel. Après des siècles d'isolement et au-delà de la rivalité sino-tibétaine, le Tibet n'a plus guère le choix. Le Tibet d'hier n'existe déjà plus, et s'il veut vivre demain, le pays des neiges devra s'adapter au monde d'aujourd'hui. Espoir tout de même, depuis quelques années, un profond renouvellement du nationalisme tibétain agite le plateau himalayen. Pour les quelques millions de Tibétains, est-ce déjà le chant du cygne ou est-ce au contraire les prémices d'un nouveau Tibet où les mondes spirituels et matériels vivraient enfin en harmonie? Les pages qui suivent présentent
des événements parfois atroces. En les écrivant, il m'est arrivé de me demander si les lecteurs qui ne connaissent pas cette région du monde, me croiraient. Victime d'une propagande efficace, une partie de l'opinion publique occidentale a longtemps cru à une Chine démocratisée et modernisée. Quelques naïfs pensaient même la Chine devenue capitaliste. Le massacre sur la place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin 1989 a eu au moins un effet salutaire. Il a montré la Chine post-maoïste sous son vrai jour. En une nuit, cette vision d'un peuple assassiné à la mitrailleuse par l'armée de son propre pays a brisé le mythe que, pendant des années, Deng Xiaoping forgeait patiemment. Depuis cette date, les Chinois eux-mêmes observent avec un regard très différent les horreurs qui sont pénétrées au Tibet. Fin de ce prologue, j'en ai la gorge nouée, c'est quand même assez émouvant et terrible. Bonne nuit Virginie.